Siècle. Gustave Courbet, premier grand peintre réaliste, au beau milieu du XIXe siècle, il rompt enfin avec l'esthétique classique, non sans susciter quelques oppositions violentes. Extrait d'un spectacle satirique de 1852, imaginé par Théodore de Manville. Déclaration d'un peintre réaliste. Ma peinture est affreuse, et pour qu'elle soit vraie, j'en arrache le beau comme on fait de l'ivraie. Et ainsi de suite. Delacroix admire, certes, la vigueur du pinceau de Courbet, mais réprouve la vulgarité et l'inutilité de sa pensée. Théophile Gautier voit en lui un maniériste en lait. Baudelaire salue son art de rendre la nature extérieure, positive, immédiate, mais le considère malgré tout comme un massacreur des facultés de l'imagination. Et pourtant, combien d'ambiguïté et de mystère dans la vie et l'œuvre immense de ce hors-la-loi, de cet insoumis qui de nos jours séduit tellement un Balthus ou un Rebérol. Regardez ces autoportraits. Ainsi cet homme à la pipe, rêveur, à la bouche sensuelle, ou l'homme à la ceinture de cuir, la tête appuyée sur la main, vaguement mélancolique, ou encore l'homme blessé, aux yeux clos, délaissé par sa belle, un trou rouge au côté gauche, un futur révolutionnaire au grand cœur. Et là, nous serions donc devant la maison natale. Est-ce que c'est vraiment la maison natale de Gustave Courbet? Oui, absolument. Ça n'est pas la maison de ses parents. C'est une maison d'alliés de la famille. Mais Courbet, son père habitait un petit village qui est là sur la hauteur, qui s'appelle Flagey. Donc sa mère est venue en calèche, évidemment, accoucher chez sa mère, car la mère de Sylvie Oudot, la mère de Madame Courbet, habite Ornans. Donc elle arrive ici et c'est le chemin qui descend ici qui amène à cette maison alliée. Donc c'est ici qu'elle accouche. C'est ici qu'est né Courbet. Je n'ai jamais prétendu que c'était ici qu'il avait vécu, car je serais un menteur. Il n'a pas vécu ici. Il a vécu chez ses grands-parents, sur la place de l'autre côté du village, car il n'habitait pas Flagey. Son père était riche propriétaire, car quand même 73 hectares à l'époque, ça veut dire une certaine fortune dans un village. Et la maison est cossue. Et la maison est cossue. Tout à fait, c'est la moitié du village. Le père possède la moitié du village. Alors Courbet disait mon père est paysan, mais c'est pas tout à fait vrai. Il a une âme de paysan. Et Courbet garde cette espèce de terre à ses souliers. Mais c'est son grand-père qui l'habite. Et ensuite, sa vie, elle se passe à Besançon, puis à Paris. Et elle est cosmopolite. Comment expliquez-vous l'évolution politique de Courbet? Parce qu'il vient quand même d'un milieu social aisé, plutôt bourgeois. Alors oui, on a longtemps dit que Courbet était un peintre issu de milieux populaires. Gaston Bordet. Vous l'avez très bien vu, très bien senti, maintenant c'est connu. Son père est un gros propriétaire terrien, et son père, sous la monarchie de Juillet, est électeur. C'est-à-dire que dans une Franche-Comté où il y a 1% d'électeurs, il est de ceux qui paient plus de 200 francs hors d'impôts par an. Donc c'est de gros revenus de vignes, de prés, de bois, de troupeaux. Et oui, mais il le dit bien dans son autobiographie, il dit bien, Courbet, qu'il a un grand-père républicain, qu'il a un père libéral et sentimental, et une mère, dit-il, républicaine et catholique. Et rationaliste. C'est assez étonnant de voir que c'est plutôt le père qui est plutôt sentimental et la mère qui est rationaliste. Alors c'est extraordinaire qu'une femme qui n'a pas une culture extraordinaire dans les années 1825-30, sous la Restauration, soit capable en elle de faire la synthèse entre le républicanisme et l'idéal révolutionnaire et le catholicisme. Alors ce qui se passe, c'est que bon, il est d'un milieu aisé, mais il est d'un milieu qui est marqué par l'idéal de la Révolution française. Et d'autre part, eh bien, il est marqué par l'antisme, c'est les libéraux de gauche, quoi. Et peu à peu, il va évoluer de plus en plus vers la démocratie, le républicanisme, la démocratie, le socialisme. Et d'ailleurs, il fait ses études ici, dans le petit séminaire qui est juste en face du musée Courbet,
Courbet fait ses études et il a des professeurs de séminaire, c'est des professeurs qui sont très marqués par Lamennais. Bon. Et ensuite, il est au Collège Royal de Besançon, et là, il est carrément à gauche, anticlérical. Ce Collège Royal est tenu par des prêtres. Oui, on pouvait à l'époque avoir une certaine aisance financière et se trouver à gauche. Il est un fils de famille parce que quand il est à Paris, il va copier pendant 8 ans, tous les jours, il va copier au Louvre les Flamands, les Italiens, les Rhénans. Et il est entretenu par son père. Il ne vend pas de tableaux à ce moment-là. C'est son père qui entretient ce fils de famille. C'est l'expression qu'on peut employer. Grand culotteur de pipe, grand tarisseur de chant, Courbet avait le verbe haut et le rire sonore. Il remplissait les salles d'estaminets de ses boutades énormes, de ses triviales saillies. Ah, il fallait l'entendre piétiner avec ses gros sabots sur les écoles idéalistes et spiritualistes. Ah, il se tordait en parlant de la transfiguration, de la Vierge de Saint-Sixte, de la cuisine des anges. Des anges, des madones, qu'est-ce qu'il y en a vu? Auguste, arrive ici. As-tu jamais vu un ange, toi? Non, monsieur Courbet. Eh ben moi non plus. Et la prochaine fois qu'il en viendra un, n'oublie pas de m'avertir. Allez, venez, j'ai d'autres choses à vous dire. C'est une chose qu'on ne dira jamais assez à propos de Courbet. Cet artiste Pierre Georgel, extraordinairement novateur, ce révolutionnaire authentique, a été en même temps, comme Manet par exemple, un artiste profondément attaché à la tradition qu'avaient constitué des générations et des générations de peintres du passé, et dont les prétendus gardiens de la tradition, à l'époque de Louis-Philippe, puis sous le Second Empire, ne présentaient qu'une version dégénérée. En réalité, Courbet, en se tournant vers des peintres comme Rembrandt ou comme les grands Espagnols, a le sentiment de restaurer la tradition authentique face à une pseudo-tradition exsangue et dégénérée. mais quel aspect va-t-il retenir de la tradition? Vous citez Rembrandt, vous citez les peintres espagnols, on sait qu'il s'intéresse en particulier à Velázquez, aussi à Zurbarán ou plus tard à Goya, mais quels sont les aspects qui l'intéressent selon vous? Comment dire, c'est une vérité morale. Les artistes que vous avez cités incarnent tous une conviction totale dans leur art, un engagement absolu qui lui donne, au-delà ou en deçà de ses vertus proprement esthétiques, une profonde résonance humaine. Et cet aspect est fondamental pour Courbet, chez qui la vérité personnelle de l'homme est inséparable de la recherche de la vérité en art. Ensuite, ce sont tout simplement de grandes leçons de métier pictural, l'art de composer largement, de distribuer franchement l'ombre et la lumière, de peindre sans mièvrerie, sans sentimentalité, dans une traduction franche et vigoureuse de l'expérience. Et puis, plus précisément, mais ce n'est probablement pas là l'essentiel, ces artistes incarnent une tradition réaliste dans le passé qui donne à la révolution que Courbet médite lui-même des assises historiques, c'est-à-dire un fondement appuyé sur l'autorité de grands artistes reconnus. Où avez-vous découvert Courbet, Paul Rebérol? Au Louvre. On m'a forcé un peu à le découvrir parce que je vous ai dit qu'on m'a toujours posé des questions plutôt bêtes au début dans ma jeunesse à propos de Courbet.
parce que j'étais un des seuls qui faisait une peinture, disons, non abstraite. Donc il s'est jeté sur moi une volée de moineaux, inintéressants au possible, qui voulaient faire de moi leur cheval de bataille par rapport à la peinture abstraite. Ça n'a aucun intérêt. Bon. Donc on me l'a poussé dans les jambes. J'y prêtais pas grande attention, mais évidemment, quand j'ai vu au Louvre les tableaux dont nous venons de parler, c'est moi-même qui me suis jeté dans ses bras, parce que là, j'étais en famille. Et quel tableau en particulier? Plutôt l'atelier, plutôt l'enterrement à Ornans? Écoutez, il y a un tableau que j'aime moins maintenant, mais c'est comme ça la vie, hein, on évolue. C'était Les Demoiselles de la Seine. C'est un tableau un peu plus élégant, un peu moins fort que l'enterrement ou que l'atelier ou que les deux amis, etc. C'est par celui-là que j'ai pénétré dans Courbet. Alors, ça a été très vite après, évidemment. L'enterrement est un tableau sublime. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Donc, on ne peut pas ne pas être en fraternité avec un tableau comme ça. En fraternité, ça veut dire quoi exactement, le point? C'est le fait justement de rendre compte d'une certaine réalité sociale de ces gens du peuple dont on ne voit jamais sur les tableaux jusqu'à Courbet et qui soudain apparaissent. Non, les tableaux, les gens du peuple, on les a vus dans le Tintoret, la crucifixion qui est à Venise, à la Scuola. Oui, c'est les gens du peuple qui sont dans ce tableau. C'est pas ça, c'est parce que on a là une vérité profonde, un miracle en même temps, parce que on ne sait pas comment on peut atteindre à ce degré de vérité, sinon par une inspiration miraculeuse. Vous voyez, j'emploie des mots exprès qui sont stupides, mais comment décrire les choses autrement, hein? Je vais employer une autre exposition stupide. Quand on est avec un tableau comme ça, on est aussi bien que dans le ventre de sa mère. On est là en fraternité. Donc, admettons que vous soyez dans le ventre de votre mère avec un jumeau, hein, et ben vous êtes devant un tableau comme ça dans le ventre de votre mère. Bien que cette histoire qu'on est bien dans le ventre de sa mère, ça j'en doute beaucoup. Mais enfin, passons. Donc vous vous sentez d'une certaine manière comme un jumeau de Courbet, Paul Réberol? Je me sens chez moi. J'aimerais mieux dire que je suis assis avec lui à sa table en train de casser la croûte. Et de boire un peu de vin. Oui, ce qui n'est pas une chose que je partage volontiers avec un tel enthousiasme. À Bruyas, Ornans, décembre 1854. Mon cher ami, j'ai reçu avec beaucoup de plaisir votre lettre. Vous pouvez compter sur moi en toute occasion. Quand j'ai pris le parti d'aimer quelqu'un, c'est pour la vie. Vous êtes mon ami, vous le savez, n'en pouvez douter. Et j'ai rendu justice à votre intelligence en toute occasion. Les gens qui sentent et aiment sur la terre sont si seuls que vous ne pouvez m'échapper. J'ai eu bien des tourments depuis vous. Ma vie est si pénible que je commence à croire que mes facultés morales s'usent. Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume et une tristesse qui s'attache au cœur comme un vampire. Dans la société où nous vivons, il ne faut pas beaucoup travailler pour trouver le vide. Il y a vraiment tant de bêtes que c'est décourageant, à tel point qu'on redoute de développer son intelligence dans la crainte de se trouver dans une solitude absolue. Malgré tout, je suis parvenu à faire l'esquisse de mon tableau. Et à l'heure qu'il est, il est entièrement rapporté au trait sur la toile qui a 20 pieds de longueur et 12 de hauteur. Cela fait le tableau le plus surprenant qu'on puisse imaginer. Il y a 30 personnages, grands comme nature. C'est l'histoire morale et physique de mon atelier.
Ce sont tous les gens qui me servent et qui participent à mon action.